Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais, si vous le voulez bien, revenir aussi sur certains échanges qui ont été tenus ici hier après-midi, parce que nous pouvons parfois avoir des convergences de vues, nous pouvons aussi avoir des divergences. Mais il y a également en politique ce que le philosophe Patrick Vivray appelle des désaccords féconds. Et peut-être pourrions-nous, sur la question du Tour de France, par exemple, en arriver à un désaccord fécond afin de pouvoir profiter, pourquoi pas tous ensemble, du grand départ dans quelques semaines. Et pour cela, je voudrais d'abord rappeler un certain nombre d'éléments pour nous éloigner de la caricature et du dénigrement qui ne grandissent personne. D'abord, oui, nous avons voté tous ici pour la délibération sur le Tour de France. Oui, il y a des retombées économiques positives de cet événement sur le territoire. Cela a été démontré par des économistes du sport et c'est d'ailleurs ce que nous-mêmes, nous avions dit lors du vote sur le passage de la flamme olympique pour dire que l'événement flamme olympique n'avait justement pas de retombées économiques à la différence du Tour de France. Ça, c'est nous-mêmes qui l'avions dit. Et par ailleurs, la flamme olympique, on a aussi découvert, après coup, qu'il y avait eu des dépenses supplémentaires. Donc, pour évaluer au plus juste les dépenses, les retombées économiques, pour dire qu'il y a un retour sur investissement de 1 euro pour 9, par exemple, eh ben, il faut bien savoir combien on investit au départ. Et c'est juste ça qu'on demande. On veut connaître la mise de départ réelle, incluant les aménagements de routes éventuelles ou prestations diverses et variées qui sont liées à cet événement. Ça, c'est le premier point. Et puisque je parlais de désaccords féconds, je voudrais aussi vous faire part de mon étonnement parce que un bon exemple, je trouve, de désaccord fécond, c'est lors du COPIL Nord Durable, où Monsieur le vice-président anime brillamment ces réunions. Alors il est sorti, c'est dommage parce que je voulais quand même dire que j'avais été un peu mal à l'aise par les propos qu'il a tenus hier à l'égard de notre collègue Valérie Conseil. Et puisqu'il a cité Robert Louis Stevenson, je voudrais lui suggérer une lecture peut-être un peu moins torturée de l'écrivain écossais. Ça s'appelle « En canoë sur les rivières du Nord ». Et ça raconte le voyage de Stevenson en 1876 sur la Sambre en canoë. Et vous verrez, c'est beaucoup plus apaisant. Alors j'en viens maintenant au BP 2025. Dans sa présentation introductive, Monsieur le vice-président aux finances a fait référence de manière assez ambiguë, je dois dire, à notre rapport à l'État. C'est un élément de contexte évidemment incontournable cette année. Nous en avons déjà parlé hier. Tous les départements sont en grande difficulté. L'ADF parle d'asphyxie budgétaire des départements. Et le Premier ministre nous assure dans un mantra que la vérité permet d'agir. Alors je voudrais commencer mon propos, chers collègues, par rappeler quelques vérités, même celles qui ne sont pas très agréables à entendre. D'abord, il me semble que vous soutenez ce gouvernement, ce président, ce Premier ministre, comme tous les précédents qui nous ont conduits à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, vous nous expliquez, et là je cite les propos de notre vice-président aux finances et ce qu'il a rappelé ici même hier, les collectivités locales sont devenues de simples gestionnaires des priorités définies au niveau national. Force est de constater que la situation est bien éloignée de ce que prévoit la Charte européenne sur l'autonomie locale, traité de référence pour la sauvegarde des droits des collectivités et partiellement violée par l'État français du fait de l'insuffisante possibilité d'évolution des ressources locales. Bon, je ne continue pas, après ça parle du Conseil de l'Europe. Et c'est là que je vous trouve ambigu, Monsieur le Vice-président, mais vous allez nous expliquer, vous regrettez de ne pas pouvoir lever davantage d'impôts locaux, est-ce que c'est ça ?
Vous déplorez donc, je suppose, toutes les baisses ou suppressions d'impôts depuis le premier mandat du président Macron, qui empêchent aujourd'hui l'État de venir soutenir les départements dans la mise en œuvre des politiques sociales et des services publics. Ambiguïté aussi parce que, alors je connais l'admiration de notre vice-président aux finances pour le général de Gaulle, on a déjà eu l'occasion d'avoir des échanges à ce sujet. Et là, on nous parle d'une charte européenne sur l'autonomie locale, de la jurisprudence du Conseil de l'Europe. Alors c'est très bien, moi je suis très pro-européenne, donc ça me va, mais quand même, la Constitution de 1958, la Constitution de la Ve République. Article 34, la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Et article 72.2 de la Constitution, les collectivités locales bénéficient des ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Alors on ne va pas faire ici plus de droit constitutionnel, mais il y a toute une jurisprudence justement du Conseil constitutionnel qui nous explique qu'il ne faut pas confondre autonomie fiscale et autonomie financière. Et c'est juridiquement plus robuste, je pense, que des chartes européennes. En fait, tout votre discours introductif d'hier sur le contexte traduit surtout une grande fébrilité parce que vous vous êtes trompé. Pour financer nos services publics et nos politiques sociales, il faut des impôts et il faut que les plus riches contribuent davantage. C'est cela qu'il faut faire remonter à nos gouvernements, à nos ministres quand vous les rencontrez. Et si vous voulez des compensations et des dotations à la hauteur de nos besoins, il faut que l'État rétablisse les impôts supprimés ces dernières années. Et il faut aussi sans doute, et cela, nous serons peut-être dans un désaccord fécond, ou en tout cas plutôt plus aligné, Monsieur le Président, il faut revenir sur le modèle économique global de financement des politiques départementales, qui sont des politiques sociales, avec le transfert, davantage en tout cas de transfert d'une partie de la fiscalité sociale et pas uniquement de la fiscalité territoriale. Et on pourrait aussi balayer un petit peu devant notre porte, parce que vous avez la possibilité d'augmenter légèrement le taux de la taxe d'aménagement. Bien sûr, c'est sans commune mesure en termes dans les ordres de grandeur. Mais vous avez aussi la possibilité, Monsieur le Président, d'engager le département du Nord dans l'expérimentation de la recentralisation du financement du RSA, comme nous l'avions demandé en 2021. Et je vous invite, ainsi que Madame Descamps, qui est intervenue hier sur ce sujet, à regarder le très intéressant rapport parlementaire présenté en octobre dernier par le sénateur du Nord, Éric Bocquet. C'était juste avant qu'il quitte le Sénat, où il manque certainement beaucoup, et le sénateur LR Arnaud Bazin, sur cette expérimentation menée dans 3 départements, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis, et qui montre bien que c'est gagnant-gagnant. Pour la Seine-Saint-Denis, le gain net est de 44 millions d'euros en 2023. Je cite ce rapport du Sénat. Encore une fois, ne caricaturez pas nos propos, c'est bien le financement du RSA qui est recentralisé, mais c'est le département qui reste responsable de la politique d'insertion et de l'accompagnement en proximité des bénéficiaires vers le retour à l'emploi. Alors, au lieu de cela, le Nord a décidé, lorsque les DMTO rapportaient des recettes importantes, de réaliser des provisions. Et donc, depuis 2 ans, nous consommons ces provisions. Première remarque, ces provisions, ce sont des investissements qui n'ont pas eu lieu ou qui ont été retardés. Deuxième remarque, elles vont bien s'épuiser, ces provisions. Et de combien pourrons-nous encore disposer l'an prochain? Troisième remarque, manifestement, cela n'empêche pas d'avoir à faire des choix cruels. Et c'est ce qui arrive dans tous les départements cette année, de droite comme de gauche, à la différence près que les choix ne sont pas les mêmes dans tous les départements. Et les choix que vous nous présentez dans ce budget 2025
nous les contestons. Et c'est donc ce que Stéphanie Bocquet va vous préciser maintenant. Je vous remercie. Vous avez la parole. Oui, tel un refrain, ces mots lors de la séance du rapport d'orientation budgétaire il y a 3 semaines, Monsieur le Président. Pas de coupe budgétaire. Alors un focus, si vous voulez bien, sur les mises en difficulté des associations, des établissements publics, des acteurs, partenaires incontournables dans la mise en œuvre de nos politiques départementales. Quelques exemples. L'enjeu de l'évaluation qualitative de la prise en charge et non pas seulement l'évaluation administrative. La disparité de moyens dans des établissements relevant de la protection de l'enfance. Les établissements publics sont davantage sur les situations d'urgence, les uns les autres profilent aux établissements privés. Les professionnels se trouvent ainsi sur l'accompagnement à court terme et non plus sur le projet de vie de l'enfant, donnant sens à leur engagement. Ou encore, les postes de psychologues, psychiatres, en unité mobile ou pas, sont souvent ceux qui sautent les premiers au vu des restrictions budgétaires. Or, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Près d'1 personne sur 5 en France est concernée par un trouble psychique ou lié à la santé mentale. Depuis la crise du Covid, qui a mis en lumière le fait que tout le monde pouvait subir des stress dégradant sa santé mentale, la santé mentale est reconnue comme un enjeu prioritaire de santé publique, indissociable de la santé globale et comme un enjeu de société. La santé mentale, grande cause nationale 2025. Après les violences faites aux femmes, l'égalité femmes-hommes, on sait ce que ça veut dire depuis 2 quinquennats. Aux grandes causes, les petits bilans. À présent, concernant les personnes âgées. Entre 2020 et 2023, la part des EHPAD bénéficiaires est passée de 27% à 66%, source Direction générale de la cohésion sociale. L'enquête de la Fédération hospitalière de France révèle quant à elle qu'en 2023, 84,4% des établissements enregistrent un résultat déficitaire. D'une part, il y aurait nécessité de réguler ce secteur, le privé ne payant pas de redevance à l'État. D'autre part, concernant la tarification, nous regrettons qu'il n'y ait pas la possibilité d'augmenter les tarifs applicables aux bénéficiaires sur les volets hébergement et dépendance dans les EHPAD publics. En effet, le département plafonne la tarification alors qu'il faudrait permettre aux EHPAD publics d'augmenter les tarifs pour sortir du rouge, tout en permettant bien sûr que l'augmentation soit prise en charge pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de suivre financièrement. Je parle de celles et ceux qui perçoivent l'aide sociale et pour lesquels le département doit prendre en charge les frais. C'est pour cela que vous n'autorisez pas cette possibilité, Monsieur le Président. Et vous le savez, le privé n'a pas cette contrainte et a un public qui peut payer. Or, ne pas faire évoluer les tarifs, c'est répercuter le déficit sur les communes, voire fermer les établissements et baisser ainsi la capacité d'accueil. Voilà comment on organise la fermeture inéluctable d'EHPAD publics, sauf s'il y a compensation par la commune. Là aussi, combien de temps cela va tenir? Revenons à votre refrain. Pas de coupe budgétaire. Certes, pas de coupe rase, mais des baisses importantes. Culture, éducation, environnement, nous en avons parlé hier. Mais il est des ajustements qui ne disent pas leur nom et qui mettent en danger les partenaires. Que dire de cet avenant qui passera en commission permanente cet après-midi? Oui, cet avenant en annexe 2 de la délibération partenariat au titre de l'insertion professionnelle pour les allocataires du RSA et son point 2 sur les ajustements de l'appel à projet Insertion et Emploi 2022-2025. On découvre une modification des modalités de calcul et de versement de la subvention qui posait déjà questions et difficultés. Nous le soulignions alors lors du vote de cet appel à projet. Pour rappel, les modalités initiales, soit 80% versés presque en fin du premier semestre et 20% en solde avec pénalité calculée en fonction de l'atteinte des résultats en termes d'effectifs accueillis, mais aussi du respect des engagements fixés par le département en termes, je mets des guillemets, de contrôle des locataires, des allocataires. L'article 4 de cet avenant porte aujourd'hui modification comme suit. Soit 70% versés au premier semestre pour l'avance de subvention
et 30% maximum versés en 2026 pour le solde prévisionnel de la dite subvention. 80-20, 70-30. Cette modification des modalités de calcul et de temporalité de versement de la subvention impacte fortement les acteurs de l'accompagnement social et professionnel et aucun mot dans le corps de la délibération. Voilà bien un exemple de votre gouvernance, comme nous l'avions souligné il y a 3 semaines dans la question d'actualité commune aux 3 groupes d'opposition, à savoir une gouvernance jupitérienne, à la fois autoritaire et impérieuse. Le département modifie ainsi unilatéralement les clauses d'une convention prévue comme triennale. Les associations sont bien considérées par le département comme opérateurs, prestataires non respectés, assujettis à une conception de l'insertion imposée sans concertation et coopération. Ces modifications en matière de financement et de versement de la subvention fragilisent et insécurisent l'équilibre de leur budget. Le sens du politique exige de regarder au-delà du court terme, et ce n'est toujours pas ce que vous faites. Car on sait que les montants des subventions n'ont pas évolué depuis 3 ans, ne prenant donc pas en compte l'inflation et les coûts salariaux. Car on sait que les conditions de financement et de convention génèrent des conditions de travail dégradées, de la souffrance professionnelle, de l'anxiété et une perte de confiance dans le dialogue avec le département. Tout ceci est déplorable car les associations sont une réelle ressource pour les territoires, pour les nordistes, particulièrement les plus précaires. Concernant les conditions de travail dégradées, concernant la souffrance professionnelle, l'anxiété et la perte de confiance dans le dialogue avec le département, je finirai bien sûr sur les agentes et agents de notre collectivité. Votre non-réponse à notre question d'actualité commune aux 3 groupes d'opposition le 30 mars dernier ne peut bien sûr nous satisfaire, notamment concernant votre gouvernance autoritaire et non respectueuse envers les agentes et agents du département, mais également envers leurs représentantes et représentants, les organisations syndicales, aujourd'hui en intersyndicales. Concernant le personnel du département, ce BP 2025 engage l'abaissement des indemnités journalières de 100% à 90% pour les 3 premiers mois en arrêt maladie, ce qui représente une économie budgétaire pour les collectivités employeurs, mais bien au détriment du personnel. Ce BP 2025 engage également l'indemnisation du télétravail au département du Nord, pour rappel 2,50 € par jour, indemnisation inférieure aux agentes et agents de l'État et de nombreuses collectivités territoriales. Ce n'est guère encourageant, reconnaissez-le. Monsieur le Président, chers collègues, ce budget n'est pas à la hauteur des réalités de notre territoire sur nos compétences obligatoires. Au vu des interventions que le groupe écologiste a présentées depuis hier, ce sera un vote contre ce BP 2025. Vote contre, comme tous les budgets annexes qui vont suivre. Et ce n'est bien sûr pas le travail du personnel qui est mis en cause, s'il fallait le préciser, mais bien les orientations de ces budgets, lesquelles découlent du vote du BP 2025. Enfin, dernière précision, Monsieur le Président, suite à vos propos hier en fin de plénière. Non, tous les groupes ne sont pas représentés au conseil d'administration de Partenord. Le groupe écologiste n'a aucun représentant malgré nos demandes réitérées et nous estimons que les débats sur Partenord en plénière sont complètement légitimes. Je vous remercie.